Bonjour et bienvenue. Aujourd'hui, on plonge dans un livre qui a fait pas mal de bruit. C'est Choose Yourself de James Altucher. Alors la source principale, c'est ce livre qui est un objet un peu étrange. C'est à la fois un journal intime, un manifeste économique et presque un guide de survie. Et la mission qu'on s'est fixée, c'est de vraiment décortiquer son message central. Dans un monde où les filets de sécurité traditionnels, le CDI, la grande boîte, tout ça, sont en train de disparaître, il ne nous resterait qu'une seule option, se choisir soi-même. Mais pour bien comprendre la force de son propos, je pense qu'il faut d'abord comprendre le bonhomme. James Altucher, c'est un type qui a fait fortune et qui a tout perdu. Et pas qu'une fois, hein. Non, plusieurs fois, et de manière spectaculaire, en 2002 puis en 2008. C'est ça. Il parle de dettes en millions, de maisons saisies et même de pensées suicidaires. C'est très brut. Absolument. Et c'est cette expérience du fond du trou et sa capacité à remonter qui donne à son livre une authenticité, tu vois, assez rare. Oui, et ce qui est intéressant, c'est la radicalité du propos. Il ne dit pas ce serait une bonne idée de. Non, il dit c'est la seule option viable. Pour lui, le jeu a complètement changé. Les anciennes règles ne s'appliquent plus du tout. Donc c'est plus qu'un livre de développement personnel. Ah oui, largement. C'est une thèse sur une transformation économique sociale très profonde. Il l'appelle l'ère du choix de soi. Et il pense que beaucoup ne s'en sont pas encore rendus compte. D'accord. Alors, posons le décor. C'est quoi son constat de départ? Il parle de la fin d'un monde. Son argument principal, c'est que la classe moyenne et le fameux rêve américain sont en train de s'évaporer. D'ailleurs, il sort une info assez folle là-dessus. L'expression rêve américain, moi je pensais que ça venait des pères fondateurs, de la Constitution. Eh ben non, pas du tout. C'était un slogan marketing en fait. Exactement. Inventé par Fannie Mae, le géant du crédit immobilier dans les années 30 pour pousser les gens à s'endetter sur 30 ans pour une maison. C'est fou. Ça en dit long sur la construction d'un mythe. Complètement. Et ce mythe, selon Althusser, il a été maintenu à flot de manière artificielle par des bulles. La bulle des actions, la bulle Internet, puis l'immobilier. Chaque bulle donnait cette illusion de prospérité, mais ça masquait une tendance de fond beaucoup plus inquiétante. Laquelle? Depuis les années 70, le revenu médian d'un travailleur masculin aux États-Unis, si on l'ajuste à l'inflation, n'a pas augmenté. Il a même baissé. C'est un signal très faible qui est devenu assourdissant en fait. C'est exactement ça. Et ce n'est pas une crise passagère. Pour lui, c'est une mutation structurelle. Il identifie plusieurs causes, les gains d'efficacité, la mondialisation, Et la technologie, j'imagine. surtout la technologie. Le résultat, c'est que les entreprises ont de moins en moins besoin d'employés humains à temps plein. Il parle de l'arrivée d'une société sans employés. Le CDI est remplacé par une armée de freelance, de consultants, de contrats courts ou de robots. Il y a une anecdote dans le livre qui m'a glacé le sang. Il est à New York, dans le bureau d'un gestionnaire de fonds qui pèse 1 trillion de dollars. Ah oui, je vois laquelle. Et le type lui montre les buildings en face par la fenêtre et lui dit: «Tu vois tous ces étages? Ils sont vides. Avant, c'était rempli de comptables, de secrétaires. Et ils ne seront plus jamais remplis.» Ça donne le vertige. C'est une image tellement puissante de cette transformation. C'est clair. Et c'est dans ce contexte de chaos total qu'il raconte une histoire, mais alors complètement surréaliste. Ah oui, l'histoire où il pense avoir sauvé la bourse américaine à lui tout seul, j'ai cru à une blague en lisant ça, hein. On est en mars 2009. Le marché est au plus bas. L'indice S&P 500 touche 666. Un chiffre un peu flippant, même pour les plus rationnels. Et lui, qu'est-ce qu'il fait? Il va acheter un sac immense de chocolat Hershey's, il se poste devant l'entrée du New York Stock Exchange et il en donne à tout le monde. Traders, journalistes, agents de sécurité. Et son explication? Elle est à moitié sérieuse. Il dit que le chocolat contient de la phényléthylamine. C'est la même substance que le cerveau libère quand on tombe amoureux. Il s'est dit qu'en rendant les traders un peu plus amoureux, ils seraient moins déprimés, ils arrêteraient de vendre et le marché remonterait. Et ça a marché. Le marché est remonté ce jour-là. C'est une coïncidence, évidemment. Mais la métaphore est géniale. Au milieu du désespoir, une petite action positive, un peu absurde, peut avoir un effet inattendu. Mais ça nous amène à la question clé. D'accord, le tableau est noir, on a compris. Mais est-ce qu'il a une bouée de sauvetage à nous lancer? Ou on coule avec le navire en distribuant des chocolats? Et c'est là que le livre bascule. Sa solution est complètement contre-intuitive. Elle ne se concentre pas sur l'extérieur, trouver un job, monter une boîte, mais sur l'intérieur. Il appelle ça la pratique quotidienne. La pratique quotidienne.
L'idée, c'est qu'avant de pouvoir construire quoi que ce soit de solide dehors, il faut bâtir une fondation intérieure qui soit indestructible. D'accord, mais concrètement, ça veut dire quoi? Il structure ça autour de 4 corps à entretenir chaque jour. Le premier, c'est le corps physique. Classique. Oui, rien de révolutionnaire. Bien manger, bien dormir, il est obsédé par les 8 heures de sommeil et bouger un peu. Mais son point, c'est que si tu négliges ça, ton énergie et ta capacité à décider s'effondrent. C'est la base de tout. D'accord. Ensuite, Ensuite, il y a le corps émotionnel. Et là, il est beaucoup plus radical. c'est-à-dire? Il dit qu'il faut s'entourer uniquement de personnes qui nous élèvent et éliminer activement de notre vie ce qui nous draine. Ah ouais, c'est plus facile à dire qu'à faire, ça. Carrément. Ça peut vouloir dire prendre des décisions très difficiles, avec des amis, de la famille même. Mais sa logique, c'est celle d'un survivaliste. Il considère que l'énergie émotionnelle et mentale, c'est notre ressource la plus précieuse. Et la moins renouvelable. Exactement. La gaspiller avec des gens toxiques ou des plaintes, pour lui, c'est un suicide à petit feu. Le troisième corps, c'est le corps mental. Et son approche est fascinante. Pour calmer l'anxiété, il ne faut pas méditer passivement. Au contraire, il faut épuiser son cerveau. Le faire transpirer, C'est ça. Son défi est simple. Écrire 10 idées chaque jour. n'importe quelles idées. N'importe lesquelles. 10 idées de livres, 10 idées pour améliorer un presse-purée, 10 idées d'entreprise. Attends, 10 idées par jour, même des mauvaises, on ne finit pas juste avec des carnets remplis de bêtises. C'est une excellente question et c'est le piège. Il insiste bien. Le but au début, ce n'est pas la qualité des idées, c'est la discipline. C'est comme aller à la salle de sport. Au début, on est maladroit, on soulève léger, mais on renforce le muscle. Là, on renforce le muscle à idées. Pour que le jour où on en aura vraiment besoin, il soit puissant. Voilà, c'est un entraînement. Et le dernier corps, le corps spirituel. Pour lui, ça n'a rien de religieux. C'est juste la pratique d'arrêter de voyager dans le temps. C'est-à-dire? Arrêter de ressasser les regrets du passé et arrêter de s'angoisser pour les catastrophes du futur. Il suggère des choses simples, comme la gratitude. Se poser et penser à ce qui va bien, là, maintenant. Ça nous ancre dans le présent, le seul moment où on peut vraiment agir. Et pour rendre ça concret, il donne des exemples de pratiques quotidiennes simples. Certains sont un peu étranges, mais très marquants. Comme quoi, par exemple? Par exemple, répondre à un email qui traîne dans ta boîte de réception depuis 5 ans. Ah oui, Ou décider de ne pas se plaindre, pas une seule fois, pendant 24 heures. c'est un vrai défi, ça. Il y en a une que j'adore, se dire le matin, aujourd'hui je vais sauver une vie, et chercher l'occasion de le faire, même de façon minuscule. Aider quelqu'un ou juste écouter un ami. On voit bien comment tout ça s'emboîte. Cette pratique, ce n'est pas une fin en soi, c'est la fondation. C'est ce qui permet de construire la suite. Et la suite, c'est de devenir ce qu'il appelle une machine à idées. D'accord, donc on a cette base solide. Comment on passe à l'application concrète? Comment on devient cette fameuse machine à idées? En continuant l'exercice jour après jour. Il fait un calcul tout simple, mais puissant. 10 idées par jour, ça fait 3650 idées par an. Ah oui, vu comme ça. Sur 3650 idées, même si 99% sont nulles, il en reste 36 qui sont potentiellement intéressantes. Et une seule peut changer une vie. Pour lui, la créativité, ce n'est pas un éclair de génie. C'est un jeu de probabilité alimenté par la discipline. Il faut nourrir la machine. Exactement. Il dit aussi que les bonnes idées naissent de collisions. Il faut lire sur des sujets qui n'ont rien à voir. De la physique quantique, une biographie d'un magicien. C'est en connectant des points que personne d'autre ne connecte que l'innovation arrive. Et j'imagine que cette capacité à générer des idées, c'est directement lié à la gestion de l'échec. C'est un thème qui revient tout le temps dans le livre. C'est le cœur du problème. Il dit que la peur du rejet, c'est le plus grand obstacle qui nous empêche de nous choisir. Il raconte une anecdote d'enfance qui l'a traumatisé. En colonie de vacances, il demande à une fille de sortir avec lui. Hmm. Et elle lui répond, devant tout le monde, «Je ne sortirai pas avec toi même dans 100 ans». Ouch! Il dit que cette peur de l'humiliation nous paralyse à l'âge adulte. On n'ose pas proposer une idée, lancer un projet, de peur d'entendre ce non cinglant. Et sa solution, ce n'est pas de s'endurcir, de faire semblant que ça ne fait pas mal. Non, pas du tout. Sa solution, c'est la fondation. C'est là que les 4 corps prennent tout leur sens. Il explique que quand ta base intérieure est solide, tu es en forme, bien entouré, ton esprit est agile, un rejet, un non, ça reste désagréable, mais ça ne te détruit plus. C'est juste une information. C'est juste une information.
une donnée. Le nom ne remet plus en cause ta valeur parce que cette valeur, tu l'as construite toi-même de l'intérieur. Et ça mène à l'idée de ne plus dépendre d'une seule porte, d'un seul gardien. C'est ça, le choix de soi. Précisément, ne plus être à la merci d'un seul patron, d'un seul éditeur, d'un seul investisseur. Il raconte son propre échec avec un projet de série pour HBO. Des mois de travail. Tout a été balayé par la décision d'une seule cadre. Et elle lui a sorti une phrase incroyable. Oui, votre projet est bien, mais à HBO, il faut montrer des gens en train de coucher avec leurs voisins ou de tuer leur mère tout nu. Son projet anéanti par la vie d'une seule personne. Voilà, l'ère du choix de soi, c'est de créer sa propre plateforme, de diversifier ses projets pour ne plus jamais être dans cette position de dépendance totale. Le livre est d'ailleurs rempli d'exemples de gens qui ont fait ça. Il prend l'exemple du colonel Sanders de KFC. C'est une histoire qui remet les pendules à l'heure. Complètement, Sanders a trouvé sa voie avec le poulet frit à 65 ans. 65 ans? Avant ça, il a été pompier, vendeur, fermier, il a connu des dizaines d'échecs. C'est l'antithèse parfaite de la pression sociale qui nous dit de trouver notre passion avant 30 ans. Ça montre que le chemin n'est jamais linéaire. Et puis il y a l'exemple de Sarah Blackley, la créatrice de Spanx. C'est une histoire dingue, non? Ah mais elle est l'incarnation du choose yourself. Elle n'a demandé la permission à personne, elle avait un problème personnel, les gaines de l'époque étaient moches, elle a décidé de le résoudre elle-même, avec 5 000 $ d'économie. Et elle a été rejetée par tout le monde au début. Partout. Mais l'anecdote la plus folle, c'est quand elle a enfin réussi à être vendue chez Neiman Marcus. Ils avaient mis ses produits dans un coin perdu. Et qu'est-ce qu'elle a fait? Elle est allée dans un autre magasin, elle a acheté des présentoirs avec son propre argent et elle est retournée chez Neiman Marcus pour réagencer elle-même ses produits près des caisses. C'est incroyable. Elle n'a pas attendu une validation, elle a créé sa propre validation par l'action. C'est l'esprit même du livre. Et pour la génération plus jeune, il y a l'exemple d'Alex Day, un musicien britannique qui, à 23 ans, a placé 3 chansons dans le top 40, sans aucune maison de disques, Uniquement grâce à YouTube. uniquement grâce à sa communauté sur YouTube. Il a compris avant tout le monde qu'il n'avait plus besoin des intermédiaires. Il pouvait créer, financer et distribuer directement à ses fans. Il a créé sa propre économie. Donc si on essaye de résumer, le message central, c'est que le monde du salariat sécurisé est mort, ou en tout cas mourant. S'y accrocher, c'est s'accrocher à un glaçon qui fond. C'est une bonne image. Et la seule stratégie viable, c'est de construire sa propre sécurité, sa propre plateforme. Et cette construction, elle ne commence pas par un business plan, mais par une refondation de soi-même avec cette fameuse pratique quotidienne des 4 corps. C'est exactement ça. Et si on veut pousser la réflexion, il y a un chapitre dans le livre qui est peut-être le plus radical de tous. Lequel? Il s'intitule Ne pas avoir d'opinion. Altischer y soutient que les opinions tranchées sur la politique, les débats de société, c'est une perte d'énergie colossale. Elles ne convainquent jamais personne, créent des conflits inutiles et nous ancrent dans des postures stériles. C'est un peu à contre-courant de notre époque, où tout le monde doit avoir un avis sur tout, tout le temps. C'est le moins qu'on puisse dire. Et ça nous amène à une pensée pour la route. Une question que le livre nous laisse. Et si, dans ce monde saturé d'infos, de polémiques, de débats, le choix le plus puissant et le plus libérateur à faire pour soi-même n'était pas de choisir un camp, mais de choisir de ne plus en avoir du tout? Quelle quantité d'énergie mentale et émotionnelle est-ce que ça libérerait pour construire, pour créer, pour innover et pour véritablement se choisir soi-même?